Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. C'est le moment de la chronique avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, et j'ai envie de chanter Follow the leader, leader, follow the leader. Parce que là, il y a un mot que j'ai jamais entendu. Aujourd'hui, on va parler de followership. Hey, je suis contente que tu le nommes, que tu ne l'aies jamais entendu. J'ai jamais entendu ça. Ben, c'est exactement le cœur de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Parfait. Donc, ça se passe en entreprise, bien évidemment. Effectivement, c'est le contrepoids au leadership. On parle beaucoup de leadership, qui est l'implication du gestionnaire, du leader dans un projet. Qui va mener le groupe, qui va aligner le groupe, qui va diriger, qui va motiver. Ça. En tout cas, un bon leader est supposé faire ça. Exactement. Puis Jean-François, on aurait scripté notre discussion, ça n'aurait pas été mieux. C'est vrai? En fait, c'est le propos. Il y a une dame qui est une professeure à l'université Harvard, elle s'appelle Barbara Kellman, et elle passe sa vie à déchirer sa chemise sur la place publique pour expliquer au monde que le résultat des équipes de travail est à la fois la contribution du leader, avec toutes les belles qualités que tu leur donnes, et celle de l'équipe. Et c'est ça qu'elle dit. Elle dit que présentement, dans nos budgets de recherche, dans notre littérature, dans nos propos, nous avons tendance à surestimer l'importance du leader puis à sous-estimer l'importance de l'équipe dans l'atteinte des résultats. Je comprends. Puis tu vois, naturellement, tu l'incarnais, c'est ce qui t'est venu spontanément à l'esprit tantôt. Mais t'auras beau, dans le fond, ce que je comprends, c'est que t'auras beau avoir un très, très bon leader, si t'as pas un groupe qui te suit, puis qui est efficace, puis qui a envie de te suivre, puis qui embarque dans la parade, ça donnera absolument rien. Exactement. Et là, les propos de cette chercheuse, c'est de dire qu'à travers ce biais-là, ce qui se passe, c'est comme on donne tout l'espace au mot leadership, à la fois, comme on le disait dans notre littérature, dans nos recherches, bien, on laisse pour compte ceux qui méritent d'avoir notre attention et notre reconnaissance pour leur contribution. Et là, Jean-François, nous, au Québec, en français, on a de surcroît un deuxième biais par rapport à ça. C'est vrai? Oui, parce que si j'essaie de t'expliquer l'importance du followership, même si je voulais, par exemple, développer tes compétences à le faire, puis que je viens de voir, puis que je t'explique que j'ai une belle formation à te vendre, c'est pour devenir un bon suiveur. Un suiveur? Y a-tu quelqu'un dans la vie qui a envie d'être un suiveur? Nous? Non. C'est ce qui arrive. Puis là, on utilise ce terme parce que c'est une traduction un peu littérale de followership, ça devient être un suiveur. Et ça a, pour nous, dans notre société, une connotation ultra négative. Effectivement. Donc, qui va aller sur la place publique pour parler de ça? Encore moins. Donc, à nouveau, on est en train de donner de la roue, de mettre de l'essence dans ce véhicule selon lequel le leadership est tellement important. Je pensais que tu allais dire « encore moi ». C'est toi. C'est moi. C'est moi, Annie, qui vous explique que c'est correct d'être un suiveur parce que... Non, mais faire sa part, là. On peut pas tous être des leaders dans une entreprise ou dans un projet. À un moment donné, s'il y a trop de chefs, ça fonctionne pas. Donc, ça prend des suiveurs. Ça prend des suiveurs efficaces. Puis, il n'y a rien de mal à ça, de suivre la volonté de quelqu'un. Puis même d'être un électron positif dans le groupe. De faire non, il y a une bonne idée, lui, puis embarquer tes autres collègues de travail. Exactement. Et dans un vocabulaire un peu plus positif, bien que très long à nommer, là, on va dire contribuer positivement à l'atteinte des objectifs communs. C'est ça. Donc, contribuer à l'atteinte de nos objectifs collectifs, là, effectivement, c'est super important. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est si difficile. Parce que on a tendance à le sous-estimer. On sous-estime la difficulté, le niveau de difficulté que ça revêt. Puis là, pour l'illustrer, là, j'avais une image là, que je nous présente. Ça va peut-être te faire sourire, où on y voit des gestionnaires qui pointent dans toutes les directions. Ouais. Puis là, tu as les employés qui essaient de trouver un peu débutatif. Bien, par où est-ce qu'on s'en va? Oui, ça dit, c'est pas facile d'être... pas facile à suivre, là. Pas facile à suivre. Puis, donc, même dans les meilleures conditions, c'est-à-dire, j'ai un gestionnaire qui sait clairement où on s'en va, il arrive à exprimer clairement sa vision, même dans ces conditions, c'est pas facile de suivre. Parce que ça veut pas dire que pour les employés, ils sont d'accord. Exact. Ça veut pas dire que ça leur tente. Ça veut pas dire qu'ils comprennent concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Ça veut pas dire qu'eux aimaient pas mieux la façon de faire antérieure. Peut-être qu'ils sont peinés, attristés, déstabilisés par le changement. Même s'ils comprennent, ça veut pas dire que c'est facile. Oui, puis les chances qu'on comprenne à 100%, dans le sens qu'on soit d'accord à 100%, dans dire oui, OK, moi aussi j'irais par là, mais moi je le ferais pas tout à fait de même. Tu sais, les chances que dans notre tête, on se dise c'est presque tout bon, mais c'est pas totalement ce que je ferais, sont quand même minces. Là, fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Oui, exactement.
Puis ça, c'est quand tout va bien, quand le leader est clair. Oui, Mais oui, oui, ça, c'est quand ça va bien. combien de fois l'objectif, il n'est pas clair, il n'est pas super défini au début du projet. Peut-être parfois, il va changer en cours de route. Puis parfois, mon leader, il se trouve bien, bien bon parce qu'il se trouve bien clair dans sa façon de s'exprimer. Le problème, c'est que c'est la seule personne qui pense ça. Nous, Ça dans arrive l'équipe, souvent. on ne comprend rien. Donc, toujours pour dire, c'est difficile. Puis là, mon propos, c'est de dire que si on est d'accord pour dire que c'est difficile, serait-il possible que nous négligeons la reconnaissance que nous donnons aux employés qui ont développé ces habiletés puis qui l'exercent? Ouais. Puis là, Jean-François, par reconnaissance, là, C'est pas une plaque aux 10 ans, là. C'est pas ça qu'on veut dire, là. Hey, Maurice, ça fait 20 ans que tu travailles chez nous, voici ta plaque. C'est pas ça, la reconnaissance. Exactement. Moi, j'avais en tête, tu sais, le petit chin-chin au party de Noël, là. Ouais. Le petit courriel avant les vacances, là. Hein, on vous souhaite des bonnes vacances, on est tellement contents, on n'y arriverait pas sans vous. C'est pas ça. Merci, là, mais on repassera. Quand je veux dire reconnaissance, je veux dire reconnaître les compétences qui sont en cause, être en mesure de les identifier, de les développer, d'offrir de la formation, les reconnaître dans le sens des évaluer, des rémunérer, dans le sens de promouvoir en fonction de ses compétences. C'est ça, reconnaître. Là. On est loin des petites phrases creuses. Là. Ouais. Donc, quand on regarde, là, qu'est-ce que ça prend? Parce que tu le disais, là, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Qu'est-ce que ça prend là, pour être capable de contribuer à un objectif commun? Si on est dans les collaborateurs, parce qu'on Oui, va éviter de dire suiveux, là. Si on est l'employé, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend, je ne sais pas si résilience, c'est le bon mot, mais de faire, bon, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais je vais le faire comme ça et j'embarque dans cette façon de faire-là. Ensuite de ça, écoute, ça me vient pas. Je te mets sur la sellette. Ouais, hein? Mais j'aime ça dans ton exemple. Juste le fait de dire, tu sais, je ne l'aurais pas nécessairement fait comme ça, mais j'embarque. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il va falloir être capable d'adhérer, de comprendre, d'opérationnaliser ce que quelqu'un nous dit. Il va falloir être capable d'être positif dans notre approche. Il faut, pour être capable de faire ça, des fois, il faut gérer nos dialogues internes. C'est-à-dire, tu sais, nos pensées, tu sais, quand tu dis « je l'aurais pas fait de même, mais je vais y aller », toutes les fois, on se dit « maudit, c'était bien évident, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas pourquoi il dit ça, je sais pas pourquoi il dit ça au client ». Toutes les fois qu'on a ces pensées, alors c'est ça, gérer nos dialogues internes, puis le faire sur une période de temps soutenue. Ça va prendre aussi de l'intelligence émotionnelle, parce que, dans ce qu'on disait, un suiveux, entre guillemets, mais dans la capacité de contribuer à l'atteinte d'un objectif, on n'est pas en train de dire ici qu'on veut des yes men. Non, c'est ça la différence. Exactement. Parce que c'est pas ça du tout. Parce qu'il y a des fois où, dans la vision du leader, il va y avoir des anicroches, des oublis, des erreurs, des choses qui ne sont pas opérationnelles. Donc, si on est un bon collaborateur, on va trouver une façon délicate de lui dire que peut-être qu'on est en train d'oublier quelque chose. Exactement. Donc, il va falloir être à la fois courageux dans ses communications pour nommer des choses qui nous déplaisent ou des risques que nous voyons, et à la fois, dans nos communications, être capable d'écoute active pour bien intégrer la réponse, avoir foi, donner confiance au leader, essayer des choses. Fait que là, plus on en parle, plus on se rend compte, hey, c'est vrai, il y a toute une panoplie de compétences qui sont requises. Puis là, les gestionnaires vous diront, tu sais, ben moi, en plus, j'aimerais ça que ce soit dans l'enthousiasme et le positif, tu sais, tant qu'à faire. Oui, puis c'est important parce qu'on va se le dire, dans la société, il y a beaucoup plus de collaborateurs ou de suiveux que de leaders. Parce que, ben oui, t'as plus d'Indiens que de chefs, là. Exactement. Fait que c'est important. Est-ce que de se valoriser de son travail, c'est important aussi quand on est dans les collaborateurs? Oui. De dire, regarde, moi, je suis pas le boss, mais j'ai vraiment bien fait ce qu'on m'a demandé de faire. Oui, puis être capable de s'auto-motiver, de s'auto-discipliner pour rencontrer les objectifs, ça fait aussi partie de ce qu'on a besoin de faire. Donc, tu as parfaitement raison. C'est tout qu'un éventail de compétences à développer. Est-ce que le regard sur les autres dans l'équipe, c'est quelque chose... Parce que, tu sais, souvent, bon, le leader va nous donner des tâches ou... puis là, tu as l'impression que tu en fais plus que l'autre qui est à côté. Je te crois pas. Mais là, tu te dis, en plus, il le valorise. Il fait comme, ah, ben, bravo, toi, t'as fait telle affaire. Ça fait, moi, j'en ai fait 3 fois plus que lui. Fait que ça, c'est un enjeu quand on est dans les suiveux. Oui, c'est difficile. Hein? On va gérer nos dialogues internes, toutes ces pensées qui nous viennent. Parfois aussi, il va falloir l'exprimer parce que, tu sais, à Paul, qui est bravo Paul, puis là, tu dis, ben oui, mais c'est moi qui ai fait 9/10 de la tâche. Peux-tu m'oublier, s'il te plaît? Allô, moi aussi! C'est ça. Alors, il va falloir le nommer, être capable de le nommer, d'écouter les réponses, d'être collaboratif, parfois d'être humble dans notre approche. Oh là là! Puis Jean-François, là, tu sais que
moi, au quotidien, là, je fais de la formation, puis nous, on forme les gestionnaires et les leaders. Donc, moi, je suis au premier rang pour voir les budgets qui sont déployés puis sont octroyés à la formation des gestionnaires. Puis, tu sais, je disais d'entrée de jeu, on a tendance à surestimer l'importance des gestionnaires, sous-estimer des contributeurs. Donc, quand on arrive, par exemple, pour développer ses compétences, là, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas former les gestionnaires. C'est pas le propos. Ben non. Mais souvent, je vois des budgets de formation, puis là, 90% vont aux gestionnaires, puis là, on parle des employés, puis là, les entreprises font « Oh, ben là, eux autres sont nombreux, là, on peut pas faire des formations pour tout le monde, fait que on va leur envoyer une petite vidéo, là, on va leur dire, là, voici une petite formation en e-learning, voici comment gérer ses émotions, là, puis ils vont être corrects avec ça. » Puis à chaque fois, moi, je me dis, tu sais, je repense aux travaux de Barbara Kellman, dont on parlait tantôt, la chercheure de Harvard. Quand elle nous dit 50% des résultats sont attribuables aux contributeurs, hein, à nos collègues, aux employés, bien, est-ce qu'on est certain qu'on veut envoyer une petite vidéo là, pour atteindre 50% de nos résultats? Des fois, j'ai l'impression que les choses sont débalancées puis que ça confirme la vision de cette dame qui nous dit on sous-estime l'importance et toutes les compétences qui sont derrière des gens qui sont capables de supporter une vision collective. Oui, parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui... Oui, c'est le chef du projet qui va peut-être en retirer quelque chose puis qui va aller le déposer, dire, tiens, voici ce que mon équipe a fait, mais en bout de ligne, c'est l'équipe qui va le faire. Puis pour avoir été dans les deux, j'ai été dans les leaders, j'ai été dans les suiveux aussi. Quand tu es suiveux, la marge est fine entre être engagé puis aller travailler. Hey. Tu comprends la nuance? Dire, non, moi, je fais partie de ce projet-là, puis faire, bon, il m'a demandé de faire ça, il m'a fait ça. Et dans ton engagement, ça peut faire la différence entre quelque chose qui est très, très, très bien fait avec des super bonnes idées, puis quelque chose que tu fais parce que, bon, faut que tu passes 8 heures au bureau. Oui, absolument. Est-ce qu'il nous reste quelques secondes? Oui. On termine là-dessus. On a toujours du temps. Quelques secondes. J'allais déposer, quand on pense à la rémunération de nos présidents-présidentes d'entreprise, on sait qu'au Canada, les 100 gestionnaires, les 100 PDG les mieux payés gagnent en moyenne 124 millions par année. Une affaire de même. Là. C'est des chiffres de fou. Ou 24 millions, en tout cas. C'est énorme. Puis qu'on regarde la moyenne, le salaire moyen au Québec ou au Canada, je trouve que ces chiffres viennent à nouveau confirmer qu'on donne trop d'importance aux leaders puis pas assez aux équipes. Parce que si c'était le cas, peut-être qu'on le verrait dans les façons de concevoir la rémunération. C'est mon petit grain de sel de conclusion. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très bien dit. On devrait mieux répartir les salaires entre les leaders et les collaborateurs. Un grand merci encore une fois. Donc, vous pouvez trouver Annie sur le réseau Annie RH si vous avez besoin pour vos entreprises.